مصرف السلام الجزائر. صيغ تمويل واستثمار متعددة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف. منتجات بنكية بأحدث التكنولوجيات. أكثر من 20 خدمة إنترنت على مدار الساعة. مصرف السلام الجزائر، خدمات بنكية أصيلة. هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. هذا البرنامج برعاية جرانيتكس. Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, sur la finance islamique. Et vu l'importance du sujet, on est resté un peu sur une petite frustration puisqu'on n'a pas fait tout le contour du sujet où on a vraiment que le citoyen sache de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que la finance islamique. Comment est conçu un produit islamique? Avec quelle entité? Avec quel groupe? Est-ce qu'il y a un groupe d'ulama? Quelle est la relation de la banque islamique à la banque centrale? Quelle est maintenant la situation au niveau de la législation? On a retenu encore cette semaine M. Nasser Haïdar. Nasser Haïdar qui est le PDG de la banque Salam Bank. Nasser Haïdar aussi c'est un enseignant qui a enseigné beaucoup d'années à Port-Dauphine. Donc il est vraiment versé, c'est un homme qui connaît son métier, il connaît de quoi il parle quand on parle du sharia compliant ou la sharia ou la finance halal. Nasser, bonjour. Merci Samir de m'avoir donné encore une fois cette occasion de développer ce thème de la finance islamique qui intéresse beaucoup d'Algériens, qui intéresse aussi beaucoup d'acteurs économiques, qui intéresse les pouvoirs publics. Je m'excuse auprès des téléspectateurs encore une fois parce que je ne suis pas encore établi de mon rhume la dernière fois. En ce qui concerne votre question, les produits ou les instruments utilisés par la finance islamique sont des instruments tirés un peu des transactions connues par tout le monde, mais adaptés au contexte bancaire. Quand on parle de vente à tempérament, quand on parle de vente à terme, quand on parle de leasing, c'est-à-dire de contrat de location, ou de contrat de location assorti d'une option d'achat, quand on parle d'une avance sur marchandise, que nous appelons dans notre jargon shariatique salam, quand on parle d'un contrat d'entreprise, عقد مقاولة, احنا نسموه في المصطلح الشرعي عقد الاستثناء, c'est-à-dire commander la fabrication de quelque chose. Quand on parle de musharaka, qui n'est rien d'autre qu'un contrat de société, عقد شركة. Quand on parle de mudaraba, qui est une forme de musharaka dans laquelle un capitaliste, un investisseur apporte des fonds et l'opérateur économique apporte son industrie, son savoir-faire. Ce sont des pratiques, ce sont des contrats qui sont connus, utilisés dans la vie courante. Sauf qu'on les a adaptés au contexte bancaire pour les substituer aux formes de crédit classiques conventionnelles qui sont basées sur le contrat juridique de prêt assorti d'intérêts qui soulève la problématique de l'usure, de riba. Parce que du point de vue chariatique, tout prêt rémunéré implique une situation d'usure qui est prohibée par la charia. C'est-à-dire la banque islamique, تقدر تدخل المشاركة, تقدر تخسر ou تقدر تربح dans un projet. Dans des projets, elle choisit ce mode de financement. Ouais. Elle s'associe à un opérateur économique, à un entrepreneur, dans une opération commerciale ou dans un projet industriel.
et elle devient actionnaire en quelque sorte, associée. Et ça, c'est conforme avec le Bien sûr, c'est conforme. C'est ça la forme de financement la plus conforme au précepte de Sharia. Parce que le précepte de Sharia préconise que si vous voulez avoir un gain, il faut participer au risque. On dit, nous, dans notre jargon shariatique, pas de risque, pas de rizqa. On ne peut pas gagner à tous les coups. On ne peut pas se mettre dans la position, du point de vue shariatique, du point de la philosophie, de la vision islamique des choses, des transactions financières. On ne peut pas se mettre dans la position d'un prêteur qui bénéficie de la garantie de remboursement du capital et de la garantie du paiement de la rémunération de ce capital. Vous ne pouvez pas cumuler les deux du point de vue islamique. Si vous choisissez la garantie du capital, de votre capital, vous devez renoncer à la rémunération. C'est-à-dire la rémunération appartient à celui qui assume le risque. Vous prêtez à quelqu'un pour monter une affaire, s'il fait des bénéfices, ça lui revient de plein droit. S'il fait des pertes, il les supporte tout seul. Vous ne supportez pas les pertes, votre capital est garanti. Maintenant, si vous voulez participer aux bénéfices, vous devez aussi accepter de participer aux pertes, pour peu que ces pertes soient objectives, justifiées, et non pas le résultat d'une gestion abusive, hasardeuse ou négligente. Parce que la banque, elle gère les fonds des déposants, d'investisseurs aussi, parce que notre relation avec nos déposants, qui souhaitent justement passer du statut de prêteur dans les comptes courants, parce que les comptes courants, les comptes de chèque, ils sont garantis. Le titulaire d'un compte de chèque peut à tout moment demander le paiement d'un chèque ou le retrait de son solde qui lui est garanti. Donc il ne participe pas au risque, mais en contrepartie, il ne participe pas au profit. Si maintenant ce déposant... La décision, c'est qui la prend? Est-ce que c'est les actionnaires ou Non, c'est le client qui choisit son statut. Soit il choisit d'ouvrir un compte courant, il choisit la sécurité, la garantie de son capital, il verse de l'argent dans son compte, il est préservé, il est garanti. Un épargne. Il n'a encore aucun risque. Sauf le risque d'une mauvaise gestion de la banque ou d'une faillite de la banque. Ça, le risque zéro n'existe pas. Mais juridiquement, il est garanti. Maintenant, s'il veut obtenir une rémunération, s'il garde son statut de prêteur comme dans les banques conventionnelles, donc il cumule les deux statuts, les deux qualités qui sont chariatiquement incompatibles. Celui de quelqu'un qui bénéficie de la garantie du capital et de la garantie de la rémunération du capital. Là, il doit renoncer à la garantie. Il doit participer au risque. C'est-à-dire que il se met en position d'associé de la banque et là, la banque investit ses fonds collectés de ses déposants dans des opérations de financement sharia compatibles de type Murabaha, Bi'ajil, Ijara, Salam, Istisna, Musharaka, et les bénéfices qu'elle récolte sont partagés avec les déposants selon des proportions énoncées dans des conditions générales de banque, par exemple 45% pour la banque et 65% pour le dépôt, selon une méthode de calcul qui est d'ailleurs intégrée dans notre système d'information, qui calcule la part de chaque dépôt en fonction de sa durée, en fonction du montant et en fonction d'une méthode que nous appelons la loi du nombre, c'est-à-dire la méthode du nombre. Et donc, ça permet de rémunérer chaque dépôt équitablement. Ça part dans les bénéfices réalisés par la banque à travers des opérations de financement couvertes et financées par ces dépôts-là. Donc là, je disais donc apporter une alternative aux opérations de prêt, aux opérateurs économiques ou aux agents économiques, y compris les ménages, pour financer l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, d'un appartement, l'aménagement d'un appartement. Nous avons des formules aussi sharia compatibles, basées sur soit l'ijara, soit le sharikat al-mulk, c'est-à-dire que par exemple dans le mode d'acquisition LPA ou LPP, logement participatif promotionnel ou logement promotionnel aidé, je crois, LPA, aidé. C'est adressé à des catégories différentes. LPP, c'est pour les classes moyennes, les cadres moyens, et LPA, c'est pour ceux qui donnent des revenus inférieurs. Donc, on peut s'associer parce qu'il n'y a pas d'acte. On ne peut pas acheter la maison, l'appartement et le donner en location-vente, location assortie d'une promesse d'achat, d'une option d'achat au client. Donc, on s'associe à l'achat de cet appartement en vertu d'un contrat sous seing privé qu'on appelle contrat de société immobilière, Sharikat al-Mulk. Donc, on devient associé à concurrence des apports de chacun. La banque finance à 80%, le client apporte 20%, il a versé 20%. Donc, il est propriétaire de 20% de l'appartement et la banque est propriétaire de 80%. Ensuite, on conclut un contrat de Ijara Tamlikiya,
contrat de location assorti d'une option d'achat ou d'une promesse de vente de notre part dans cet appartement. Et in fine, quand il aura remboursé tous les loyers, on lui rétrocède notre part Au dinar symbolique. Voilà. Donc, c'est des solutions alternatives mais, les qui banques sont régies islamiques, par les préceptes de Sharia. Oui, j'ai compris, c'est Nasser. Mais les banques islamiques ont la réputation d'être plus chères, de par le monde, hein, d'être plus chères que les banques conventionnelles. Non, vous savez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans certaines contrées où les banques sont obligées de faire appel à des cabinets spécialisés pour structurer leurs produits, leurs instruments de financement ou leur montage financier en faveur, par exemple, d'investisseurs, etc., dans des fonds, par exemple, actions Sharia compatibles ou des fonds Sukuk, etc., la banque Al Baraka sont alignés sur ceux de la concurrence. On ne peut pas se le permettre. Même si les banques islamiques encourent des risques que n'encourent pas les banques conventionnelles. La banque conventionnelle encourt un seul risque, qui est le risque d'insolvabilité du débiteur. C'est le flot marja al-ishtram, c'est un risque de non-remboursement ou d'immobilisation des fonds, remboursement en retard. Par contre, la banque islamique, outre ce risque d'insolvabilité, temporaire ou définitif, elle encourt un risque, par exemple, de livraison. Quand je vends une voiture à un client, il faut que je la lui livre. Donc, j'encours ce risque commercial de livraison du produit que j'ai vendu en tempérament pour pouvoir prétendre réclamer le prix. Quand je dis le prix, le capital investi par la banque dans l'achat du véhicule et la marge bénéficiaire. Par exemple, si je fais une opération salam, j'achète une marchandise à un client pour lui donner de la trésorerie et après je lui donne un mandat pour vendre cette marchandise qui m'appartient pour mon compte au prix d'achat plus la marge bénéficiaire convenue, habituelle. Donc, si en vertu de cette règle-là, qu'on ne peut pas cumuler la garantie et la rente, le vendeur, le client, est obligé de me livrer. S'il ne me livre pas, il doit me rembourser le capital que je lui ai avancé. Maintenant, à partir du moment où il me livre et je conclus avec lui un contrat de vente à crédit, de vente par procuration, de vente contrat d'agence, la marchandise m'appartient, donc je supporte tous ces risques. Si par exemple les prix baissent, sans qu'il y ait négligence manifeste ou gestion hasardeuse ou abusive du partenaire, je suis obligé soit de l'autoriser à vendre à un prix, soit qu'il ne réalise pas, qu'il ne permet pas de réaliser la marge bénéficiaire escomptée ou qui est en deçà même du capital investi. C'est à moi de décider. Mais donc je suis obligé d'assumer le risque lié à cette marchandise, à la qualité, à un statut de propriétaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, pas de risque, pas de risque. Pas de risque. Donc, la banque islamique, c'est ça. Donc, elle encourt des risques additionnels, risque de livraison, risque de rendement. Parce que, par exemple, quand on fait une vente à tempérament, un client, une entreprise, par exemple, je lui vends de la matière première et après, en raison de circonstances, peut-être indépendantes de sa volonté, elle a du mal à me rembourser dans les délais. Je ne peux pas majorer le prix. Une banque conventionnelle, le compteur des intérêts continue de tourner. Donc, elle vous impose des intérêts et des pénalités de retard en sus des intérêts additionnels pour que le rendement de la banque ne diminue pas. Le fameux compteur. Le compteur, voilà. Donc, si c'est 9%, elle aura 9% même s'il rembourse après 2 ans. Par contre, en tant que banque islamique, si je calcule ma marge bénéficiaire dans l'opération de vente à tempérament sur la base d'un taux de rendement annuel de 9%, je n'ai pas obligé je ne suis pas autorisé à majorer ce taux pour compenser le manque à gagner. Bon, on peut trouver d'autres formules, peut-être dans d'autres transactions. Peut-être je peux utiliser un taux de rendement supérieur pour compenser. Mais dans la transaction elle-même, si je majore mon prix de vente, c'est le riba. Parce que le riba, initialement, le riba qui a été condamné par le verset coranique « Ahallallahu al-bay' wa harram al-riba », c'était dans les ventes, et non pas dans les prêts. كيف الجاهليه كان يبيع له السلعه يقول له كي يلحق يبيعها له كريدي كي يلحق له ديلي دو بايمون يقول له تقضي ام تربي c'est-à-dire soit tu me rembourses soit نزيد لك في البري وهذا هو بيسموه العلماء ربا الجاهليه le riba au sens étymologique et au sens historique du terme et ça s'applique aussi bien sûr au prêt quand il est assorti d'une rémunération. Oui, mais monsieur Nasser, tout ça est bien beau, vous êtes quand même soumis à la réglementation de la Banque d'Algérie, ce qu'elle permet pas à la Banque d'Algérie. Et tout à fait, si Samir, il n'y a aucune incompatibilité ou problème ou conflit entre l'impératif de respecter les règles chariatiques et celui d'observer la réglementation bancaire dictée par le superviseur. Depuis le début, depuis les années 90, quand
d'entrer dans la place bancaire, la Banque Baraka, et après en 2008 avec l'avènement de la Salam Bank, et avec l'avènement aussi de quelques guichets islamiques dans des banques conventionnelles, la Banque d'Algérie a une approche très très ouverte, très très compréhensive. Donc elle admet que ces banques structurent leurs produits, leur façon de faire du crédit, de collecter des dépôts, de rémunérer les dépôts, de se faire rémunérer les crédits, de manière sharia compliant, sous forme de contrats, des contrats que j'ai cités tout à l'heure. Mais du point de vue des superviseurs, jusqu'à l'avènement, justement, jusqu'à la promulgation du dernier règlement de 2018, novembre 2018, réglementant un peu ces activités bancaires sharia compliant, elle considérait ces opérations comme des opérations de banque ordinaire, des opérations de crédit ordinaire, des opérations de collecte de dépôt ordinaire. Et maintenant, la relation entre la banque et son client, la Banque d'Algérie ne s'immisçait pas. Elle nous dit, vous structurez vos contrats comme vous voulez, mais pour moi, vous êtes une banque comme les autres. Avec le règlement 2018, il y a une reconnaissance réglementaire du superviseur de cette spécificité chariatique. Ils ont énuméré d'ailleurs les produits à titre indicatif, hein, c'est pas à titre limitatif. Les produits de crédit qui peuvent être utilisés par les banques islamiques, les banques, ils ont appelé banques participatives, ils ont utilisé le terme participatif, ce qui est correct d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et aussi la façon de rémunérer les dépôts, c'est des dépôts participatifs qui participent, qui ne sont pas garantis, contrairement aux dépôts des banques classiques. Et il y a aussi la possibilité pour les banques ou les guichets qui proposent ces produits de valider chariatiquement ces produits par une instance nationale. Ça n'a pas encore été défini. Ça peut être le Conseil islamique supérieur, ça peut être les charia à bord des banques elles-mêmes. Donc donner une validation chariatique à ces produits, une crédibilité chariatique. Et tout ça a permis donc d'incruster encore plus ces pratiques bancaires et financières sharia compatibles dans le paysage bancaire national. Et c'est une chose très très positive. Pour peu que ce règlement-là ne soit pas interprété de manière restrictive. C'est-à-dire, par exemple, je sais, il y a d'autres formes de produits, d'autres types de crédits que ceux qui ont été énumérés à titre indicatif par le règlement. Donc si, au lieu de faire une murabaha, qui est citée dans le règlement, je fais une vente musawama, une vente libre. Donc, la murabaha, c'est lorsque la marge est fixée dans le contrat. La musawama, la marge, elle est libre. Elle est négociée librement et elle n'est pas mentionnée dans le contrat. C'est-à-dire, comme dans le cas de toutes les ventes, dans la vente de commerçant, on n'est pas obligé de vous dire combien il a gagné avec vous. Donc, c'est un produit de crédit, musawama, à terme. Si on fait, par exemple, une ijara pour financer des services, pour financer, par exemple, une formation. On a développé un produit, ijara, pour financer, par exemple, un programme de formation en faveur, par exemple, des employés d'une entreprise qui a besoin de faire financer cette formation-là dans un institut spécialisé. Donc, j'achète la formation. Quel est l'intérêt de la banque là-dedans? Non, j'achète la formation à l'institut et je la loue moi-même, qui en devient propriétaire, à l'entreprise pour qu'elle en fasse bénéficier ses employés. Donc, je gagne une marge bénéficiaire. Donc, d'aucuns pourraient me dire, mais ça figure pas c'est pas l'ijara qui est cité dans le règlement, ça ne ressort pas au lisible. J'ai reçu même un message Facebook, quelqu'un qui me dit, mais ça figure pas dans la loi sur le crédit bail. Mais je dis, ce qui n'est pas énoncé dans les lois n'est pas pour autant illégal, au contraire. Les contrats, c'est des contrats innommés. Les instruments financiers, de par le monde, chaque jour, ils voient la naissance d'une multitude de contrats et d'instruments financiers. Il ne faut pas qu'on reste limité aux 6 produits énoncés pas. D'ailleurs, le texte lui-même, la Banque d'Algérie, enfin, le Conseil de la monnaie et crédit, il a été pris à titre indicatif. Voilà, un exemple. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait cet ancrage réglementaire qui permet maintenant de donner une meilleure visibilité et une plus grande assurance pour les acteurs qui voudraient investir ces domaines-là et apporter leur savoir-faire, notamment, je parle des banques internationales. Avec la Banque centrale, avec la Banque centrale, vous avez besoin de liquidité, vous avez besoin de... Oui. Alors, comment vous négociez ce taux d'intérêt? Effectivement, là, c'est un problème. Moi, j'avais saisi la Banque centrale pour demander justement l'aménagement d'un dispositif de refinancement qui tient compte des prescriptions chariatiques. Parce que le refinancement conventionnel, il est assorti d'intérêts. Ils doivent payer un intérêt à la Banque centrale, quelle que soit la forme du refinancement. Là, il y a plusieurs façons de faire.
Dans les années 90, il y a eu une convention entre la Banque El Baraka et la Banque centrale qui disposait, qui prévoyait, qu'il y ait un échange de liquidités gratuit entre les deux parties. Lorsque la Banque islamique est en excédent de liquidité, elle peut placer près de la Banque centrale. Après, elle récupère. Et si elle est en déficit de trésorerie, elle peut emprunter à deux concurrents, c'est-à-dire le même montant pour la même période. Et l'indicateur qui permet de mesurer cette capacité de refinancement gratuite, non rémunérée, non assortie d'intérêts, c'est des intérêts virtuels qui permettent de calculer, c'est le solde, c'est le compte différentiel d'intérêt positif, que c'est-à-dire ça veut dire qu'il y a une capacité de refinancement gratuite, sans paiement d'intérêt, parce que la banque a placé plus qu'elle n'a emprunté. Maintenant, on avait proposé, par exemple, pour le financement des crédits d'investissement sous forme de leasing, par exemple, que l'institut d'émission admette que la banque, par exemple, rétrocède, je ne dirais pas virtuellement, mais rétrocède juridiquement les actifs donnés en crédit bail, qui appartiennent à la banque centrale. La banque centrale, donc, rachète, si vous voulez, juridiquement, formellement, mais réellement, que ce ne soit pas une opération fictive, ces actifs, donc elle avance les fonds à la banque, et la banque peut donc continuer à gérer le contrat de crédit bail pour le compte de la Banque centrale en payant les échéances du refinancement à la Banque centrale. Ce sont des montages. Des montages qui sont faciles à mettre en place avec la Banque centrale, comme le refinancement, par exemple, le réescompte ou la pension qui permet donc aux banques de mobiliser leurs créances commerciales, leurs effets de commerce, et les donner en gage à la Banque centrale, moyennant les fonds que la Banque centrale met à leur disposition à titre de refinancement. Il y a une autre formule aussi, c'est l'émission, par exemple, de titres participatifs qui sont prévus par le Code de commerce. Mais le Code de commerce, ce sont des titres qui sont hybrides, à mi-chemin entre les obligations, qui sont des titres d'emprunt assortis d'intérêts, et les actions, qui sont des titres de capital, rémunérés par des dividendes, qui ne posent pas de problème chariatique pour peu que l'activité soit licite. Donc, ils sont à mi-chemin, c'est-à-dire ils comportent une rémunération fixe et une rémunération variable indexée à la performance, c'est-à-dire au résultat, au bénéfice. Donc, nous avons convenu avec la COSOB, qui a donné son aval, qu'on puisse émettre des titres participatifs à un taux fixe zéro, égal à zéro. Il ne reste que la partie variable. Donc, ça devient une sorte d'action, mais régie par les dispositions du titre participatif prévu par le Code de commerce. L'émission de Sokok aussi permet de refinancer les banques de manière charia compatible au lieu de mettre en gage, par exemple, des titres de créance, des billets à ordre, par exemple. On peut mettre en gage des titres d'investissement, parce que les placements auprès de la banque se font sous forme de dépôt participatif ou de titres d'investissement. Titre d'investissement, c'est-à-dire le dépôt est matérialisé par un titre qui peut être porteur au nominatif. Et je pense quand ces titres sont donnés en nantissement, on peut aussi les mettre en garantie. Il y a pas mal de possibilités d'alternatives au mode de refinancement conventionnel qu'on peut mettre en place pour peu qu'on fasse preuve un peu d'innovation et d'audace intellectuelle. Merci beaucoup, Sina Nasser. Merci beaucoup d'avoir accepté pour deux fois ou par deux fois notre invitation. J'espère que le citoyen a pu bénéficier de toute cette conférence que je mets entre guillemets, parce que ça, moi, vous avez développé beaucoup de volets sur la finance islamique. Et beaucoup reste à dire. Et beaucoup reste à dire. Oui. Moi, ce que je retiens en tout cas à travers notre échange, c'est qu'en matière religieuse, en matière de finance islamique, c'est-à-dire que le champ est très 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 vaste. En matière d'idolâtrie, c'est vrai qu'il y a l'unicité de Rabbi Subhanahu, mais en matière de tijara, c'est énorme. Moi, j'ai lu quelque part qu'en islam, on a 3600 idées de contrat compatibles. 3600 idées de contrat. Donc, ça donne une idée, encore une fois,
sur la possibilité de travail et la possibilité d'établir des contrats avec son prochain. Tout à fait. Mesdames et messieurs, j'espère que cette double émission nous a permis de vous transmettre quelques messages bénéfiques. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis bonsoir. هذا البرنامج برعاية جرانيتكس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. مصرف السلام الجزائر، صيغ تمويل واستثمار متعددة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف، منتجات بنكية بأحدث التكنولوجيات، أكثر من 20 خدمة إنترنت على مدار الساعة. مصرف السلام الجزائر، خدمات بنكية أصيلة.